Bienvenue dans Les coulisses du labo, le premier podcast scientifique pensé pour les professionnels de la biologie médicale au Maroc. Les coulisses du labo, un podcast produit par Nexus Diagnostic. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on va plonger au cœur d'une relation. Une relation absolument fondamentale dans le parcours de soins, mais qui, soyons clairs, peut parfois être un peu compliquée. Je parle de la collaboration entre le biologiste médical et le clinicien, ici au Maroc. Absolument. C'est une communication essentielle, mais oui, pas toujours simple. Voilà, vital mais avec ses défis. C'est ça. Et vital, c'est vraiment le mot. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut se rendre compte que plus de 60% des décisions médicales importantes, que ce soit pour poser un diagnostic, ajuster un traitement, suivre un patient, tout ça repose sur quoi? Sur les résultats de la biologie médicale. Donc c'est pas juste un petit plus. Non, c'est clair, c'est un pilier. C'est un pilier central de la médecine d'aujourd'hui. D'accord. Alors, notre mission aujourd'hui, si on peut dire, on va essayer de décortiquer ensemble les points importants de cette collaboration. On va identifier là où ça frotte un peu, les défis qui persistent. Parce qu'il y en a. Ah oui. Et surtout, on va explorer les solutions, les outils concrets pour fluidifier tout ça, pour huiler les rouages, comme on dit. Et tout ça, bien sûr, dans le contexte actuel, celui de la grande réforme du système de santé marocain, qui nous pousse tous, finalement, à nous améliorer. Tout à fait. C'est un contexte très stimulant. Alors, c'est parti, on va explorer tout ça en profondeur. Bon, pour commencer, histoire que tout le monde soit bien calé, rappelons juste qui sont ces deux acteurs clés. D'un côté, le biologiste médical, Oui. qui peut être médecin ou pharmacien, avec une spécialisation bien sûr, c'est l'expert du labo, celui qui va analyser les échantillons, les faire parler en quelque sorte. Exactement. Et de l'autre côté, le clinicien. C'est le médecin qui est au contact direct du patient, qui examine, qui pose le diagnostic, qui décide du traitement. Ils forment un duo, un binôme vraiment indissociable. Indissociable et surtout interdépendant. La qualité de leur communication, de leurs échanges, ça a un impact direct, et vraiment mesurable, sur la pertinence de la décision médicale. Oui, Et donc, au final, sur la sécurité du patient. Ce n'est pas juste une question de confort de travail. non. C'est une condition absolument fondamentale pour que les réformes de notre système de santé réussissent. Et aussi pour garder la confiance du public, ce qui est essentiel. Tout à fait. On compare souvent le diagnostic à une sorte d'enquête, non ? C'est une bonne image, oui. La biologie médicale, c'est clairement un des indices majeurs dans cette enquête. Parfois, c'est même la pièce manquante, la clé de l'énigme. Exactement. Et son rôle va bien au-delà du simple diagnostic initial. Il y a le dépistage précoce, la prévention pour certaines maladies, et puis tout le suivi thérapeutique. Vérifier si un traitement marche bien, s'il faut l'ajuster. La biologie est là, constamment. C'est une présence critique en fait. Bon, maintenant qu'on a planté le décor, si on allait voir là où ça coince un peu parfois. Allons-y. Le premier point qui revient tout le temps, c'est cette célèbre phase pré-analytique. On en entend beaucoup parler. Concrètement, ça recouvre quoi exactement? Et pourquoi c'est si problématique? Alors, la phase préanalytique, en fait, c'est simple. C'est tout ce qui se passe avant que l'échantillon arrive sur la paillasse et soit réellement analysé dans le laboratoire. D'accord. Ça commence dès la prescription, quand le médecin décide quelle analyse il faut faire. Ensuite, il y a le prélèvement lui-même sur le patient, un geste technique qui doit être parfait. Oui, crucial. Crucial. Puis, la préparation de cet échantillon, son identification, s'assurer que c'est bien le bon tube pour le bon patient, le conditionnement pour le transport, et enfin, le transport jusqu'au labo. Tout ce parcours en fait. Tout ce parcours. Et le gros souci, et là les chiffres sont assez parlants malheureusement, c'est qu'au niveau mondial, on estime que 60 à 70% des erreurs de laboratoire 60 à 70%. Oui. prennent racine dans cette phase-là, avant même l'analyse. C'est énorme. Ça veut dire que le problème majeur n'est pas dans la machine ou dans la technique d'analyse elle-même, mais avant. Très souvent, oui. D'ailleurs, il y a une étude marocaine qui a été faite au CHU Ibn Sina à Rabat. Ils ont regardé ça de près pendant 6 mois. Oui, je vois de quelle étude vous parlez. Ils ont trouvé un taux de non-conformité préanalytique de presque 3%, ce qui est déjà significatif. Et quand on regarde les causes, Alors là, oui. c'est édifiant. Près de 60% de ces problèmes venaient soit d'erreurs d'identification du patient, soit d'infos manquantes ou fausses sur le bon de demande d'analyse. Le bon de prescription, oui. Et environ 25% étaient liés à la qualité même de l'échantillon. Oui.
Pas assez de sang, mauvais tubes, hémolyse, etc. Ce qui est vraiment frappant avec ces chiffres, c'est que ça met en lumière des dysfonctionnements qui sont souvent systémiques. Ça se passe bien en amont du laboratoire. C'est pas juste une erreur ponctuelle. Non, c'est rarement juste la faute à pas de chance. Ça montre qu'il faut absolument une coordination parfaite, une communication très claire entre tous les gens impliqués. C'est-à-dire? Le médecin qui prescrit, l'infirmière ou le technicien qui fait le prélèvement, la personne qui transporte l'échantillon et bien sûr le personnel du labo qui le reçoit. Chaque étape compte. Chaque maillon de la chaîne est essentiel. D'accord, donc cette phase pré-analytique, c'est une zone, on peut dire, à haut risque d'erreur. Mais bon, imaginons que l'échantillon arrive impeccable au labo, que l'analyse se passe bien. Est-ce que pour autant, après, la communication redevient facile? Hmm. J'ai l'impression que le dialogue post-analytique, celui qui tourne autour de l'interprétation des résultats, il n'est pas toujours fluide non plus, non? C'est une excellente remarque. Effectivement, les difficultés ne s'arrêtent pas toujours une fois le résultat obtenu. On observe souvent un manque d'échanges approfondis. C'est-à-dire? Par exemple, le clinicien, parfois, il n'est pas forcément au courant des toutes dernières techniques d'analyse disponibles, de ce qu'elles peuvent apporter de nouveau, ou même de leurs limites. D'accord. Cruellement d'informations sur le contexte clinique du patient. Ah oui, le tableau clinique global. Exactement. Les symptômes, les antécédents, ce que le médecin suspecte, tout ça, c'est pourtant crucial pour affiner l'interprétation d'un résultat, surtout si ce résultat est un peu limite, ou inattendu, ou semble contradictoire. Ça demande une discussion, en fait. Ça demande une discussion. Et à ça, vous ajoutez des barrières presque culturelles du jargon technique. Chaque spécialité a ses mots, ses codes. Oui, on ne parle pas toujours la même langue. C'est un peu ça. Et puis, il y a le facteur qui fâche, le manque de temps. Criant des deux côtés d'ailleurs. Le clinicien est débordé, le biologiste aussi. Difficile de prendre le temps de s'appeler pour discuter d'un cas. C'est ça. La pression est énorme. Il y a aussi un autre facteur, plus subtil peut-être, les biais cognitifs, ces fameux réflexes de notre cerveau qui peuvent nous tromper. Ah oui, très important ça. On parle souvent du biais d'ancrage, non? Quand on reste fixé sur la première idée qui nous est venue. Oui, on s'accroche au premier diagnostic suspecté, même si les nouveaux éléments ne collent pas forcément. Ou le biais de confirmation. Celui-là aussi est redoutable. On a tendance à chercher ou à ne voir que les informations qui confirment ce qu'on pense déjà, et à ignorer celles qui contredisent notre hypothèse. Et ça, j'imagine, ça doit sacrément influencer la façon dont on interprète un résultat de labo, ou même dont on communique dessus. Ah mais complètement. Ce sont des biais humains, on en a tous, mais en médecine, évidemment, les conséquences peuvent être graves. Il y a une étude assez connue, celle de Sutcliffe et ses collègues, Oui. qui a montré que près de 70% des événements indésirables graves qui arrivent à l'hôpital étaient liés, de près ou de loin, à une défaillance de communication. 70%, c'est énorme. C'est considérable. Et ça peut aller du simple retard de diagnostic à la prescription d'un traitement qui n'est pas le bon, ou même à des conséquences bien plus dramatiques pour le patient. Et la responsabilité dans ces cas-là? Elle peut être partagée. Ça peut être le biologiste qui n'a pas bien signalé une valeur critique, le clinicien qui n'a pas vu ou pas tenu compte du résultat, ou même parfois le patient. Si on lui donne une info importante et qu'il ne réagit pas, c'est complexe. Et on pourrait même ajouter peut-être les enjeux éthiques, comme l'influence de l'industrie pharmaceutique sur certaines prescriptions, même si c'est un autre débat. C'est un aspect à ne pas négliger non plus. En effet, bien que plus périphérique à notre sujet principal d'aujourd'hui. Bon, le tableau est Complexe, disons. avec des défis à plein de niveaux. Mais heureusement, on n'est pas sans solution. Heureusement, non. Il y a des leviers très puissants pour améliorer les choses. Le premier qui me vient en tête, c'est la digitalisation. Tout ce qui est numérique. Les fameux SIL, par exemple, les systèmes d'information de laboratoire. Ça change vraiment la donne, non? Ah oui, là on est au cœur de la transformation. Les SIL modernes, et il y a de très bonnes solutions qui sont développées et utilisées au Maroc, permettent une gestion, beaucoup plus intégrée, plus sûre, plus efficace de tout le processus. Concrètement, ça apporte quoi? Déjà, une traçabilité complète. On peut suivre l'échantillon à la trace, depuis son arrivée au labo jusqu'à l'archivage du résultat. Fini les doutes sur où en est l'analyse. D'accord, moins d'erreurs d'identification, j'imagine. Exactement. Ça facilite aussi toutes les étapes de validation, techniques et biologiques, par le biologiste. Ça intègre souvent des outils pour gérer la qualité. Et surtout, le gros plus, c'est que beaucoup proposent maintenant des serveurs de résultats en ligne. C'est-à-dire que les médecins peuvent voir les résultats directement. Oui, de façon sécurisée bien sûr. Les prescripteurs et même de plus en plus les patients eux-mêmes peuvent accéder au compte-rendu très rapidement, parfois quasiment en temps réel.
Ça accélère énormément la prise de décision. C'est un gain de temps et de sécurité majeur. Et dans cette logique de digitalisation, il y a un grand projet au Maroc, non? Le fameux DMP, le dossier médical partagé. Pouvez-vous nous rappeler un peu ce que c'est et où ça en est? Alors, le DMP, le dossier médical partagé, l'objectif est ambitieux mais essentiel. Créer un dossier médical numérique, unique et sécurisé pour chaque citoyen. D'accord. Centraliser les infos. Voilà. L'idée, c'est d'y retrouver toutes les informations médicales importantes. Les antécédents, les allergies, les traitements, les comptes rendus de l'hôpital, les radios et bien sûr tous les résultats de biologie. Le but final étant... D'améliorer la coordination et la continuité des soins. Si tous les professionnels de santé qui suivent un patient ont accès de façon sécurisée aux mêmes informations à jour, ça évite les examens inutiles, ça réduit les risques d'erreur, ça améliore la prise en charge globale. C'est un outil avec un potentiel énorme. Mais j'imagine que ce n'est pas simple à mettre en place. Non, c'est un défi technique et organisationnel considérable. Le principal obstacle technique, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. L'interopérabilité. Oui, il faut que tous les systèmes informatiques différents, les SIL des labos, les systèmes d'information hospitaliers, les HSI, les logiciels des médecins en ville, puissent communiquer entre eux. Ils doivent parler la même langue pour échanger les données de façon standardisée et fiable. C'est complexe. Et il y a la question de la sécurité des données, j'imagine. Absolument crucial. On parle de données de santé, c'est extrêmement sensible. Il faut garantir une protection maximale. Et ça, c'est très strictement encadré au Maroc par la CNDP. La CNDP. La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Elle veille au respect des règles de confidentialité et de sécurité. Donc oui, le DMP avance, mais ça prend du temps pour bien faire les choses. Très clair. Deuxième levier important pour améliorer les choses. La démarche qualité. On entend souvent parler de normes, d'accréditation. Qu'est-ce que ça signifie pour un laboratoire ? Alors, la démarche qualité, c'est vraiment la base, pour garantir que les résultats rendus par le laboratoire sont fiables. C'est essentiel pour la confiance. Au Maroc, on a un socle réglementaire obligatoire pour tous les labos, publics comme privés. C'est le GBEA. Le GBEA. Le guide de bonne exécution des analyses. C'est un référentiel qui fixe les règles minimales à respecter. Ça couvre tout l'UBE, les locaux, le personnel, qualification, formation, le matériel, les réactifs, les procédures pour chaque analyse, comment on valide les résultats, comment on assure la qualité au quotidien. D'accord. Donc le GBA, c'est la base obligatoire. Mais j'entends aussi beaucoup parler, surtout dans les laboratoires privés, de l'accréditation selon la norme ISO 15189. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est quoi la différence pour le clinicien ou pour le patient au final? C'est une très bonne question. L'ISO 15189, c'est une démarche qui est volontaire. Elle va beaucoup plus loin que le GBA, elle est plus exigeante. En quoi? Obtenir l'accréditation ISO 15189, ce n'est pas juste appliquer des règles, c'est prouver, lors d'un audit réalisé par un organisme extérieur indépendant, que le laboratoire maîtrise parfaitement non seulement ses aspects techniques, mais aussi tout son système de management de la qualité. C'est plus global alors. Oui, la norme ISO 15189 met beaucoup plus l'accent sur la gestion très rigoureuse des non-conformités, justement pour comprendre pourquoi il y a eu une erreur, par exemple pré-analytique, et mettre en place des actions pour que ça ne se reproduise plus. Elle exige une traçabilité impeccable à toutes les étapes. Elle demande des audits réguliers, internes et externes, pour vérifier que tout fonctionne bien. Et elle pousse à une vraie culture d'amélioration continue. Et concrètement, pour moi, médecin, ou pour le patient, qu'est-ce que ça change qu'un labo soit accrédité ISO 15199 ? C'est un gage très fort de compétences techniques et de fiabilité des résultats. Ça montre que le laboratoire s'est engagé dans une démarche d'excellence reconnue au niveau international. Et d'ailleurs, la norme ISO 15189 inclut aussi des exigences sur la communication avec les utilisateurs, notamment les médecins prescripteurs. Ah oui. Oui, par exemple via des enquêtes de satisfaction. Le but est de s'assurer que les services offerts par le laboratoire répondent vraiment aux besoins et aux attentes des cliniciens. Ça renforce le partenariat. D'accord. Donc, digitalisation, démarche qualité. Mais on ne peut pas oublier l'humain dans tout ça, hein. La formation et puis la façon dont on se parle au jour le jour, ça reste fondamental, non? Ah, mais c'est absolument crucial. La médecine, la biologie, ça évolue à une vitesse incroyable. Donc la formation continue, c'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Pour les biologistes comme pour les cliniciens. Il existe des formations spécifiques pour ça? Oui, bien sûr. Par exemple, il y a des diplômes universitaires, des DU, qui permettent de se spécialiser sur des sujets pointus, la biologie moléculaire, la génétique, l'immunoanalyse. Ça permet de rester à la pointe. Et pour les échanges au quotidien entre le biologiste et le clinicien,
Est-ce qu'il y a des méthodes, des outils pour mieux communiquer? Oui, et c'est une très bonne chose que ça se développe. On voit de plus en plus l'adoption de protocoles de communication un peu structurés. Ça peut faire une différence énorme pour éviter les malentendus, surtout dans l'urgence. Comme quoi, par exemple? Un outil qui est de plus en plus utilisé, c'est le modèle SAED. Ça aide. Qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme simple pour situation, antécédent, évaluation, demande. C'est une méthode très efficace pour transmettre une information importante de manière claire et concise. Comment ça marche? Side? C'est simple. S, je décris la situation actuelle. Le patient X a tel résultat critique. A, je rappelle les antécédents importants. Il est sous tel traitement connu pour telle pathologie. E, je donne mon évaluation de la situation. Je pense que c'est urgent, ça pourrait indiquer ça. D, je formule une demande claire. Que faut-il faire? Pouvez-vous voir le patient rapidement? Dois-je lancer une autre analyse? Ah oui, c'est structuré, ça évite d'oublier des choses. Exactement. C'est factuel, c'est complet, ça réduit les risques d'incompréhension. Et on parle aussi de plus en plus de communication non violente, pour apprendre à mieux gérer les désaccords ou les frustrations, et toujours dans le respect mutuel. C'est fondamental. Bon, tout ça, ces bonnes pratiques, cette volonté d'améliorer, ça s'inscrit aussi dans un cadre légal, réglementaire. Au Maroc, il y a une loi importante qui régit les laboratoires d'analyse privée, c'est la loi numéro 1201. Tout à fait. Sans vouloir faire un cours de droit, quels sont les points essentiels de cette loi qui touchent directement à la collaboration et à la qualité dont on parle? Alors, cette loi 1201, elle est effectivement très structurante pour la profession. Plusieurs points ont un impact direct. D'abord, elle définit très clairement qui a le droit d'ouvrir et de diriger un laboratoire. C'est-à-dire? Il faut être médecin ou pharmacien biologiste, avoir les diplômes et spécialités requis, être de nationalité marocaine, sauf quelques exceptions bien définies. Ça garantit un certain niveau de compétence à la tête des laboratoires. D'accord. Des sociétés commerciales classiques. Ce sont des sociétés civiles professionnelles ou des exercices individuels, ce qui vise à préserver une certaine éthique, à éviter que le profit ne prime sur la santé. Et sur la phase préanalytique, dont on a vu l'importance? Point très important. La loi interdit formellement aux laboratoires d'utiliser des intermédiaires pour aller collecter les prélèvements à droite à gauche. Le but est de mieux maîtriser cette étape critique, d'éviter la course au prélèvement. Et la publicité? Interdite aussi pour le grand public. La communication doit rester scientifique, envers les professionnels de santé. D'accord. Ça, c'était les conditions et les interdictions. Et en termes d'obligations pour assurer la qualité, qu'est-ce que la loi impose? D'abord, chaque compte-rendu d'analyse doit être signé personnellement par un biologiste qualifié. Il engage sa responsabilité sur ce résultat. C'est une garantie. Oui. Ensuite, tous les laboratoires ont l'obligation de participer à ce qu'on appelle un contrôle externe de qualité, le CEQ. Régulièrement, ils reçoivent des échantillons mystères d'un organisme extérieur, ils doivent les analyser comme ceux des patients et leurs résultats sont comparés à ceux des autres labos. Ça permet de vérifier la justesse de leurs analyses. C'est un contrôle objectif, en quelque sorte. Exactement. Le respect du GBA, le guide de bonne exécution des analyses dont on a parlé, est aussi une obligation légale. La loi encadre aussi très strictement la sous-traitance d'analyse en général. En principe, c'est limité aux examens qui ne sont pas faits au Maroc, et ça doit se faire avec des laboratoires étrangers agréés, via une convention visée par l'administration. Et s'il y a des manquements? La loi prévoit des inspections régulières par les services du ministère de la Santé et des sanctions en cas d'infraction. Ça peut aller de l'amende à des peines de prison dans les cas graves ou à la fermeture du laboratoire. Le cadre est assez strict, donc. Oui, et il ne faut pas oublier le rôle des ordres professionnels. L'Association marocaine des biologistes médicaux, l'AMBM, ou le Conseil des pharmaciens biologistes, le CPB, jouent aussi un rôle important, consultatif et disciplinaire. Tout cet ensemble vise à construire et maintenir un cadre de confiance. Parfait. C'est très clair. Alors, si on essaie de faire une petite synthèse de tout ce qu'on s'est dit. Allons-y. La communication entre le clinicien et le biologiste au Maroc, c'est vraiment le moteur d'une bonne prise en charge du patient. C'est essentiel. Fondamental. Mais ce moteur, parfois, il peut tout sauter un peu. Il rencontre des obstacles, des défis techniques, organisationnels, surtout dans les phases avant et après l'analyse elle-même. Et puis, il y a la pression du temps, le manque de dialogue parfois. C'est ça. Les zones de friction existent. Mais, et c'est le côté positif, des solutions concrètes existent et elles progressent. On a parlé de la digitalisation, les SIL, ces systèmes d'information de laboratoire, et la promesse du DMP, le dossier médical partagé. Des outils clés pour l'avenir.
On a parlé de l'engagement dans la qualité avec le GBE-A obligatoire et surtout cette démarche d'excellence qu'est l'accréditation ISO 15189. Un vrai gage de fiabilité. On a souligné l'importance capitale de la formation continue pour rester à jour et l'utilité d'adopter des méthodes de communication plus structurées comme l'outil SAED. Simple, mais efficace. Et tout ça, on l'a vu, est soutenu par un cadre légal, la loi 1201 notamment, qui vise à garantir la compétence, l'éthique et la fiabilité des laboratoires. C'est une excellente synthèse, je trouve. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette collaboration, ce n'est pas quelque chose de figé, d'acquis une fois pour toutes. C'est un partenariat dynamique. Qui doit s'entretenir. Exactement. Il doit être constamment entretenu, amélioré. C'est un investissement indispensable si on veut réussir la grande réforme de notre système de santé. Chaque petit progrès dans cette interface entre la clinique et la biologie, eh bien, au final, ça se traduit par un diagnostic plus juste, un traitement plus adapté et donc une meilleure sécurité pour les patients. C'est vraiment un effort collectif qui bénéficie à tout le monde. C'est un bel objectif. Et pour finir, peut-être une petite question, une pensée à laisser mûrir. On a beaucoup parlé d'outils, de normes, de SIL, de protocoles comme SAID. Tout ça est évidemment très important, nécessaire. Indispensable même. Mais au-delà de la technique et des procédures, est-ce que la clé ultime, la vraie étincelle qui fait qu'une collaboration est vraiment réussie, fructueuse, est-ce que ce ne serait pas tout simplement cette volonté partagée ? Cette curiosité de l'un envers l'autre, cette envie de comprendre le point de vue du partenaire, ses contraintes, ses besoins, et surtout de toujours mettre l'intérêt du patient au centre de tout, comme une boussole qui guide chaque échange, chaque décision prise ensemble. C'est une très belle réflexion pour conclure. Je crois que vous mettez le doigt sur l'essentiel, l'humain derrière la technique. Merci infiniment d'avoir été à l'écoute des coulisses du labo. C'est un podcast qui vous est proposé par Nexus Diagnostic. N'hésitez pas à visiter le site www.nexusdiagnostics.ma pour découvrir les automates et les réactifs de laboratoire médical. À très bientôt pour un prochain épisode.